Chroniques inutiles par Sid Vesper. Lu par l'auteur. Mon amour tragique pour Ray Lil Black débuta un soir de célibat, une nuit de grande solitude, par l'entremise d'une vidéo que je garde précieusement dans un recoin de mon disque dur, de crainte qu'elle me soit arrachée à tout jamais. Des téraoctets de contenu pornographique fleurissent chaque jour sur la toile, un paradigme du tout de suite et pour tout le monde, qui noirait cette perle dans la masse si je me risquais à l'effacer. J'aime cette vidéo parce qu'elle est un vestige, une ruine magnifique que j'ai plaisir à parcourir de temps à autre. Quand je compare la Rae de cette année 2022 à la créature qu'elle est aujourd'hui, moins de 2 ans plus tard, un produit standardisé issu des chaînes d'assemblage de l'industrie du X et d'Instagram, j'en viens à penser que le conformisme ambiant est un complot luciférien, une entreprise d'anéantissement de toute forme de beauté naturelle, en particulier celle des femmes. Mais laissez-moi replonger quelques lignes dans le rêve de cette archive précieuse. Rae porte dans la scène un hoodie oversized, vêtement informe très à la mode dans lequel les jeunes femmes de sa génération aiment s'emmitoufler comme des bébés, mais qui se charge d'un érotisme insoupçonnable puisque, dissimulant leur courbe jusqu'au reveal, celui où, l'ôtant à l'aide d'un mouvement technique appelé tits drop, elles se servent de sa tension élastique pour faire jaillir leurs seins, libérés de leurs entraves. Le sien, un crop top, ne résiste pas longtemps aux mains balourdes de l'acteur. Il a une goutte d'urine qui pointe au milieu du caleçon. C'est un mufle inoffensif connu pour ses vidéos où il feint d'aborder des inconnus jusqu'à ce que l'une d'elles, salariée d'OnlyFans, accepte de le suivre pour baiser. Ses manières de fausse brute trahissent une masculinité très génération Z, autrement dit, pleine d'obséquiosité un peu fleur bleue et de gifles qui ne font pas mal, un ersatz de Rocco Siffredi post-MeToo, ce qui lui ôte tout intérêt esthétique. Rae encaisse ainsi ses baffes d'opéra comique en jouant la tragédienne, glisse à chaque soufflet des regards backstage faussement outrés à quelques producteurs imaginaires. Ses lèvres ont la ligne simple et rieuse d'une estampe d'Okuzai. Chaque centimètre de sa peau la froide sensualité d'un bol de lac. Son regard, quelque chose d'une confession sur l'oreiller, d'une trace de rouge à lèvres sur la soie. Elle a le battement de cils d'une petite camériste de Sei Shonagon, mais aussi l'érotisme boucle d'oreille dans le pif d'une virée cyberpunk dans le Osaka de William Gibson, ville dont j'apprends qu'elle est par ailleurs originaire. Quand elle se cambre et va, vient, c'est avec le consentement plein d'abandon d'une poupée Dance Belmer qui s'essaierait au shibari, d'une croqueuse de diamants qui s'en serait coincé un entre les incisives. Un ami, à qui je fais lire le brouillon de ce texte, m'apprend que l'on appelle ce bijou un twinkle. Son petit corps a les courbes d'un porte-plume japonais décoré d'un vol d'hirondelles sur le mont Fuji, et, de la même façon, elle dégoûte parfois d'une encre qui a la couleur de l'eau ou de l'urine, mais qui n'en est pas tout à fait. Durant l'amour, son anglais chaotique l'a réduite à un jouet pour enfants, une petite chose tout juste capable de quelques cris ou onomatopées, hésitant entre un personnage féminin de manga pour ados, je pense à Casca après son viol par Griffiths, et l'harmonieuse économie de mots d'un haïku. Il m'en revient justement un de Kobayashi Issa, lu sur le Kumano Kodo durant mon trail du mois d'avril. Ce monde de rosée est un monde de rosée, et pourtant. Le sac de cette beauté naturelle est un long calvaire dont je peine à retracer la chronologie de ses opérations chirurgicales, mais qui commence aux environs de 2019,
date à laquelle on devine sur son bras gauche les premières traces d'intervention laser pour y faire disparaître son tatouage gothique, prend un tournant majeur à l'été 2020 avec la pose de prothèse mammaire, suivie d'une opération au nez dont elle révèle le résultat en grande pompe sur sa chaîne YouTube un mois plus tard. Au premier tiers de la vidéo, Rae se met à pleurer tandis que démarre une musique de piano-violon et qu'elle remercie ses followers de l'accepter comme telle. Sa transformation culmine en 2023 avec ce qui semble être du botox, des injections aux lèvres et, je le soupçonne, une opération d'écartement des yeux, mode asiatique, au Japon en particulier, visant à s'aligner sur les canons de beauté occidentaux. À l'hiver 2023, lors d'un passage éclair d'une dizaine de minutes dans une conférence TED à Bangkok, Rae passe en revue son parcours, basculant sans transition de sa carrière dans le porno à un message écologique pour confesser finalement avoir autrefois perdu confiance en elle à cause des réactions d'Internet sur son physique naturel. Des propos suivis sitôt après d'une punchline ambiguë lorsque, se gardant bien d'évoquer sa transformation, la jeune femme affirme que son secret pour passer outre les critiques fut simplement de les ignorer. Maxime, faisant écho aux 3 singes de la tradition bouddhiste japonaise, Misaru, celui qui ne voit pas, Kikazaru, celui qui n'entend pas, et surtout, dans notre cas précis, Iwazaru, celui qui ne dit pas. Mais le point d'orgue de la conférence est atteint lorsqu'elle écarte d'un coup sa veste, révélant un short de Muay Thai, et de lancer au public qu'elle est désormais aussi une combattante qui ne craint plus les regards. Une victoire donc, mais sur qui? Ses propres démons? On sait comme les jeunes femmes peuvent être fragiles et, manquant de clairvoyance, saccager leurs attraits. Ou cherchait-elle à se réinventer pour conquérir un public plus large? Une victoire peut-être, mais à la Pyrrhus, je le crains. En 2024, Rae, en plus d'être joueuse de jeux vidéo professionnelle, est aussi chef d'entreprise, voyageuse, blogueuse nourriture et apparaît comme non-binaire. Elle est devenue l'archétype de la génération Z, un questionnaire à choix multiples dont toutes les cases auraient été cochées. À 28 ans, quelques millions de dollars et de followers plus loin, elle s'est affranchie de ce look émo qui la caractérisait. Sa pâleur ostentatoire, marque d'élégance qui perdure de nos jours au Japon, a laissé place à un hâle orangeat, séquelle d'un bronzage façonné sous les lampes de cabine UV. L'anneau qu'elle arborait au nez a disparu, de même qu'on ne trouve plus sur son bras gauche, là où gisait ce tatouage macabre qu'une brûlure, recouverte par un motif bien moins clivant, une rivière peinte dans le style d'une estampe, comme si son ancien moi avait été gommé à la chaux au profit d'un faciès lisse et impersonnel, un avatar de jeu vidéo généré aléatoirement à l'étape de création du personnage. La version d'elle que j'aimais, peut-être pas la meilleure d'un point de vue marketing, j'en conviens, s'est fondue, ce me semble, dans le conformisme qu'engendre notre époque tout en aimant le détester. Sa transformation est le fruit pourri de 2 milieux à la toxicité intrinsèque où le paraître est tout et dont le télescopage n'a pu qu'être néfaste, l'industrie du X et l'univers des réseaux sociaux, soulagés de compter parmi leurs rangs une victime supplémentaire. Adieu, mon amour. Tu vois, je suis bien superficiel à te fuir sur un simple changement d'yeux, joues, nez, lèvres, tour de poitrine et personnalité. Adieu, adieu, adieu.